Les lumières de Noël tremblaient derrière la porte vitrée, jetant des éclats de cristal sur le paillasson. Au milieu de ces petites étoiles artificielles, elle est apparue, Victoria, tout en soie et en sourire poli, franchissant le seuil comme si elle n'emportait rien d'autre qu'un vin chaud et un morceau de bûche. Son parfum a flotté un instant, un mélange de jasmin et d'assurance. J'ai senti mon cœur se serrer, puis j'ai senti quelque chose d'autre, une froideur précise, comme le métal d'un couteau poli prêt à couper une ficelle. Je l'ai regardée, j'ai aligné les plis de ma robe d'un geste calme, et je l'ai laissé croire que j'étais surprise. Ce soir-là, j'avais préparé plus qu'un dîner, j'avais préparé la vérité. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous et restez. Je vais raconter comment une découverte a fait exploser une vie, et comment, à force de preuves, de patience et d'une colère contrôlée, on peut reconstruire autre chose à partir des cendres. Revenons 3 mois en arrière, le 15 octobre. C'était notre 10e anniversaire de mariage. J'ai toujours aimé les anniversaires, pas pour les cadeaux, pour la manière dont ils suspendent le temps. Ce soir-là, Marcus devait rentrer tard, retard de dernière minute. Une réunion, m'a-t-il dit. J'avais laissé une note sur la table. Je t'attends. J'avais allumé une bougie, choisi sa coupe préférée, préparé la playlist qui nous fait sourire depuis nos premiers rendez-vous. Quand il est rentré, l'air était électrique mais tendu. Il m'a embrassé, distrait. Son téléphone a vibré sur la table basse. Un message est apparu. Juste un aperçu, le genre de choses que l'on ne veut pas voir. Tu sais y faire, signé d'un emoji qui me paraissait offensant dans sa légèreté. J'ai touché le téléphone, simplement pour le prendre et le ranger, rien de plus. C'est alors que le monde a basculé. Une conversation plus longue, des photos insidieuses, des rendez-vous notés calmes et précis. C'était comme regarder un film dans lequel je ne reconnaissais plus les rôles. Je n'ai pas hurlé, j'ai respiré. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'allais perdre l'équilibre. Puis la colère a pris le relais. Pas la fureur aveugle, mais une détermination froide. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la mécanique de la trahison. Les dates, les rendez-vous, les petites attentions volées, la manière dont il s'était arrangé pour que rien ne paraisse. Il y avait des preuves, discrètes mais suffisantes pour planter une racine. Je me suis souvenu du 15 juin, quelques mois plus tôt. C'était une date qui avait laissé une cicatrice profonde. J'avais perdu un bébé ce jour-là, et Marcus n'aurait pas su être là comme j'en avais besoin. Je pouvais lui en vouloir pour ça encore, mais la blessure devenait un outil pour mesurer l'intensité du mensonge. Pendant que je me recroquevillais sur un lit d'hôpital, quelqu'un d'autre partageait des confidences avec l'homme qui devait me tenir la main. Le ressentiment a nourri la résolution. Je ne voulais pas crier au milieu de la place publique. Je voulais savoir. Je voulais les faits, alignés comme autant de pièces d'un puzzle qu'on ne pouvait ignorer. Je suis allée voir Lorraine le soir même. Ma sœur est la seule personne qui sait décrypter mes silences. On s'est retrouvés dans la cuisine, la lumière froide du réfrigérateur éclairant nos visages. Je lui ai tendu l'écran du téléphone. Elle a lu, ses doigts ont tremblé, mais son expression l'a trahi. La même compréhension que j'avais ressentie en buvant la première gorgée d'un café trop amer. « Ne fais rien de stupide », m'a-t-elle murmuré. C'était un avertissement, mais aussi un encouragement. Elle m'a offert un sac en plastique et un regard qui disait « Rassemble les preuves, pas de théâtre, de la vérité ». La vérité, dans ma tête, avait l'allure d'un document. Horodatage, reçu, réservation, photo. J'ai dressé une liste mentale et j'ai commencé à cocher les cases. Je n'allais pas agir sur l'impulsion. J'allais construire un dossier qui tiendrait dans un tribunal, ou du moins devant les yeux de ceux qui ne voulaient pas voir. Sam est arrivé le lendemain. Sam, l'homme que j'avais trouvé après des heures de recherche discrète. Un détective privé, propre, poli, avec des mains qui savaient manier un appareil photo sans laisser transpirer de voyeurisme. Il a frappé à la porte, a enlevé son manteau comme si sa présence était plus une formalité qu'une intrusion. Nous avons parlé dans mon salon, entre les guirlandes encore accrochées aux fenêtres, comme si la maison était en plein hiver, bien qu'il fasse doux à l'extérieur. « Vous voulez juste des preuves, madame ?» a-t-il demandé, direct. « Des preuves », ai-je répété. Sa voix ne portait ni jugement ni curiosité mal placée. C'était un écho professionnel. Il a pris des notes, posé des questions précises. Date, nom, comportement. Je lui ai donné tout ce que j'avais trouvé sur le téléphone, mais je n'ai pas expliqué comment j'en avais eu accès. J'ai dit que j'avais mes soupçons et que je voulais que tout soit recueilli légalement, sans enfreindre la loi. Il a hoché la tête. « Je travaillerai dans les règles », m'a-t-il assuré. Photos, lieux, rencontres, tout ce qui peut être présenté en justice. J'ai dormi peu cette semaine-là. Mes rêves étaient des scènes fragmentées. Marcus riant dans un café, Victoria en retrait, un petit paquet oublié sous un siège. Quand je me réveillais, j'écrivais. J'écrivais des dates, des conversations. Je remplissais un dossier mental et réel. J'ai imprimé les captures, annoté les messages, rassemblé des copies de relevés où apparaissaient des dépenses anormales, des fleurs commandées à des adresses qui n'étaient pas les nôtres, des repas décalés. Pas d'accusation hâtive sur l'origine de ces transactions, seulement des faits. Je n'ai jamais cherché à humilier Marcus devant nos amis. L'humiliation publique ne me consolait pas.
La vérité, mieux étayée, me donnerait la liberté de choisir. J'ai contacté Viviane Porter, avocate spécialisée en divorce, uniquement pour savoir jusqu'où allaient mes droits et quels pas, légalement, je pouvais poser. Elle a demandé des preuves. Elle a pris un rendez-vous, exigeant professionnalisme et confidentialité. Nous allons documenter, puis nous déciderons, a dit Viviane, d'une voix ferme et apaisante. Ne faites rien d'irrémédiable. Les émotions emportent. La loi décide. La loi, oui, mais je n'étais pas naïve. Je savais aussi que la dimension professionnelle de Victoria pouvait offrir des avenues de pression. Si elle exerçait dans un domaine réglementé, des plaintes dûment fondées pouvaient provoquer des enquêtes. Viviane n'a pas promis la perte de licence. Elle a parlé de processus, dépôt de plainte devant un conseil de discipline, audition possible. La justice n'est pas un coup près instantané. C'est une machine lente et parfois imparfaite. Je l'ai compris, et pourtant, je sentais qu'il était nécessaire d'amener tout cela au grand jour. Les semaines qui ont suivi furent un travail de fourmi. Sam traquait les allées et venues, relevait des heures, prenait des clichés discrets qui, hors contexte, semblaient anodins, mais assemblés racontaient une histoire. Il m'a remis un dossier densément horodaté, des images floutées là où il le fallait, des notes claires. Chaque photo avait une légende, date, lieu, objet de la preuve. Les preuves matérielles prenaient un relief concret. Elles n'étaient plus seulement le fruit de ma douleur, elles étayaient une réalité. Il y avait parmi ces documents 2 éléments qui m'ont glacé plus que les autres. Une facture pour une bague, datée mi-septembre, et une réserve dans un hôtel où apparaissait pour une nuit le prénom Victoria. Pas de scène de crime explicite, mais suffisamment pour commencer à dessiner un portrait. De plus, certaines captures montraient des messages entre Victoria et Marcus, où des mots comme demain ou se voir revenaient avec une régularité qui me donnait le tournis. J'ai glacé les preuves dans l'ordre, les ai scellées comme on enferme un contenu dangereux. Pour moi, le plan n'était pas seulement de prouver la trahison, c'était d'exposer la manière dont elle était devenue système, une répétition soigneusement orchestrée. J'ai besoin que les autres voient ce système, pas seulement l'événement isolé. Pendant ces journées de collecte, j'ai gardé une vie extérieure ordinaire. J'allais travailler, je faisais semblant de rire aux réunions. J'ai continué à assister aux événements familiaux. Les enfants d'une amie, Emma et Luc, venaient parfois chez moi, et leur présence innocente était comme des rappels de l'insouciance perdue. J'ai pris soin de laisser la maison comme si de rien n'était. Nous étions à l'approche de Noël, et la tradition familiale était de se réunir le 24 soir. J'ai pensé, pourquoi ne pas utiliser ce cadre, ce décor de fête, pour forcer la conversation impossible dans un lieu où l'image et la réalité se télescopent. Lorraine m'a fixé en silence la première fois que je lui ai parlé de l'idée. « Tu veux l'inviter pour Noël ?» a-t-elle soufflé. Elle n'a pas ri. J'ai senti dans son regard le calcul et la peur mêlés. Elle a posé une main sur la mienne. C'est risqué, mais peut-être que c'est la seule manière de tout mettre à nu. Je savais que c'était risqué. Je savais que je mettais en scène une humiliation publique. C'est pourquoi j'ai posé des garde-fous. J'ai convoqué Viviane pour savoir comment encadrer légalement la confrontation, présenter les preuves de façon rationnelle, ne pas provoquer de violence, éviter toute incitation à la diffamation. J'ai insisté sur la nécessité que chaque élément soit recevable. Viviane a recommandé la présence d'un témoin neutre et m'a conseillé d'avoir des copies des documents prêtes à être remises si besoin. « Votre objectif doit rester la vérité, pas la vengeance », m'a-t-elle rappelé. La justice ne se rend pas dans l'excès. Je me suis demandé longtemps où se situe la limite entre justice et vengeance. Parfois j'ai senti que je me tenais dangereusement sur la crête. Mais au cœur de cette décision, ce n'était pas le désir de détruire pour détruire. C'était la volonté de ne plus laisser ces mensonges ronger ma vie en silence. Mon mariage ne me protégeait plus, il m'avait lissé. Le plan prit forme plus clairement après une conversation avec Sam. Nous avons élaboré un timing, inviter Victoria à dîner le 24 décembre, le faire avec des manières de famille, dans notre maison décorée, avec des témoins que je savais loyaux, Lorraine, James, quelques amis proches. La surprise serait d'abord simple, la mettre en position de parler, puis d'écouter, et ensuite, seulement si nécessaire, exposer les preuves. Pourquoi venir maintenant ? Pourquoi la mettre face à tout ça devant les autres ? M'a demandé Sam, regardant la fine pile de photos sur la table. Parce que la vérité est plus difficile à nier quand elle se présente en public, et parce que j'ai besoin qu'il y ait des témoins. J'ai besoin que les mensonges ne puissent plus respirer entre les murs, ai-je répondu. Ma voix n'a pas tremblé. Et parce que Victoria croit en l'image qu'elle renvoie, nous allons la contrarier sur son propre terrain. Il a hoché la tête. Je vous protège sur la collecte des preuves. Pour l'aspect confrontationnel, c'est vous qui décidez de la teneur. Il était prudent, professionnel. Je l'ai payé d'avance, obtenu le garantie de discrétion et de légalité. J'étais déterminée à rester dans le cadre. Il restait en élément délicat, Alex, docteur Alex Ramos, fiancé présumé de Victoria, ou du moins l'homme que Victoria avait présenté comme un prétendant sérieux. Je le considérais surtout comme une pièce potentielle du puzzle, quelqu'un qui méritait de savoir la vérité. Mais Alex, s'il apprenait, pouvait aussi se retourner en public et provoquer un drame que je ne souhaitais pas. J'ai choisi d'agir avec prudence, le contacter de manière anonyme, le forcer à écouter. C'était un coup de poker moral, manipuler une tierce personne pour provoquer la venue d'un témoin. C'était discutable, j'en étais consciente. Pourtant, pour moi,
Il y avait une force dans l'idée que quelqu'un d'extérieur, qui croyait être victime aussi, puisse venir et voir ses faits. Je ne voulais ni le blesser inutilement, ni l'exposer à un piège cruel. Je voulais simplement qu'il entende la version des choses. Je n'ai pas détaillé ma démarche à Lorraine ni à Viviane. À certaines étapes, il vaut mieux préserver des secrets, même à ceux que l'on aime. Lorraine m'a aidé à préparer la maison, à choisir la nappe, à polir les verres. Nous avons mis les bougies dans des chandeliers, accroché des rubans, dressé la table avec une précision cérémonieuse. James m'a aidé à déplacer une étagère poussiéreuse et Emma et Luc ont planté des étoiles de papier qui, plus tard, sembleront peut-être grotesques dans un récit qui parle de trahison. Mais à ce moment-là, elles étaient des signes fragiles d'une vie qui continuait. Chaque soir, je relisais le dossier que Sam m'avait remis. Il y avait là des captures datées, des factures, un calendrier à noter. Parmi ces papiers, quelque chose dont on ne peut plus avoir. Des mots échangés où l'on sentait une intimité qui n'appartenait qu'à nous. La lecture de ces messages était comme arracher une feuille à la fin d'un livre. La page était là, froide, et le mot à dos restait. Je notais tout, j'ordonnais les éléments. Je traçais une chronologie précise. 15 octobre, découverte. Septembre, facture d'achat. Mi-juin, souvenir douloureux. Plusieurs rencontres entre juillet et novembre. La régularité de tout cela m'effrayait presque par sa banalité. Dans ce processus, je me suis trouvée à la fois étrangère et très présente. Ma vie extérieure continuait, mais mon intérieur était une usine à plomb. Je ne voulais pas devenir une version de elle, la femme humiliée qui perd la tête et qui se lance dans des représailles incontrôlées. Je voulais garder la dignité, même si mes mains tremblaient souvent. Une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a réveillée en sueur. Je me voyais accueillir Victoria, lui tendant une part de gâteau comme si tout allait bien, pendant que les photos prenaient vie sur les murs autour d'elle. Dans le rêve, tout le monde applaudissait au moment où la vérité était projetée, comme au cinéma. Je me suis réveillée, le cœur battant, et j'ai ri, une sorte de rire nerveux, parce que je savais que la réalité ne serait pas si nette. Il y aurait des larmes, peut-être des cris, et probablement des choix qu'on ne peut plus défaire. C'est pourquoi j'ai continué d'assembler des protections. Copie des documents pour l'avocat, instructions claires pour Sam sur la manière de gérer une éventuelle escalade, numéro d'amis proches prêts à intervenir si les choses dérapaient. J'ai aussi préparé mentalement les mots que j'allais dire, non pas pour exploser, mais pour expliquer. Je voulais que mes phrases soient simples, sans colère performative. Voici ce que j'ai trouvé, voulais-je dire. Voici ce que cela signifie pour nous. La confrontation, dans ma tête, devait rester factuelle, une sorte d'inventaire de la trahison, dont la vérité serait la seule arme. Et puis est venu le moment de convaincre Alex de se rendre présent. J'ai composé un message, anonyme, oui, mais sans menace ni manipulation grotesque. J'ai choisi des mots qui appelaient à la curiosité et à la justice plutôt qu'à la vengeance. Il y a des choses que Victoria ne vous a pas dites, ai-je écrit en substance. Venez écouter la vérité. Le 24, à 19h, maison des Whitfield. J'ai évité tout détail compromettant, mais j'ai semé suffisamment pour piquer son intérêt. C'était risqué, c'était moralement discutable. J'ai dormi très peu la nuit où j'ai envoyé ce message. Je me suis réveillée en me demandant si j'avais fait le bon choix. La réponse est arrivée le lendemain matin. Je serai là, merci. 3 mots. Un tremblement de victoire discrète m'a traversé, et en même temps un remords glacial. Avais-je provoqué l'irréparable? Peut-être, mais j'avais la conviction que quelqu'un d'autre, en apprenant la vérité, méritait de savoir. La semaine suivante a été une chorégraphie de petits gestes. J'ai choisi la vaisselle que nous utiliserions, j'ai disposé les cartes de place, j'ai fait repeindre un coin du salon pour que la scène paraisse inoffensive. Lorraine préparait un plat qui rappelait à Marcus notre premier Noël ensemble, comme une ironie douce amère. James, discret, m'a demandé s'il devait prévenir quelqu'un. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit, pas encore. Le 23 décembre, Sam m'a remis un dernier lot de documents. Il avait suivi Victoria jusque dans une conférence où elle intervenait. Il avait relevé des heures, des adresses, rien d'illégal, tout de la présence, du calendrier. Il m'a clairement dit « Vous tenez quelque chose d'assez solide pour construire une histoire qui se tient ». Sa phrase était neutre, presque clinique, mais j'ai senti une onde de soulagement. La patience portait ses fruits. Pourtant, la question morale restait. Est-ce que présenter la vérité au moment où l'on convie Victoria à un dîner familial n'était pas la transformer en spectacle? J'ai repensé aux mots de Vivian. La vérité n'excuse pas l'excès. Je me suis promis de garder la retenue, de laisser les faits parler. Mon intention n'était pas de la détruire au sens de l'humiliation gratuite. C'était d'arracher le rideau. La nuit précédant le dîner, j'ai relu mes notes. J'ai prononcé les mots dans la cuisine, à voix basse, comme un acteur répétant un texte sacré. J'ai répété « c'est fait, c'est date, voici ce que cela signifie pour nous ». J'ai prié, pas au sens religieux, mais j'ai demandé en mon fort intérieur de la force et de la clarté. J'ai pensé à Emma qui ajoutait des étoiles en papier au sapin, à Luc qui chantait un air faux, à Lorraine qui avait laissé une théière sur le feu. La maison avait l'air d'un refuge, et pourtant je savais qu'il allait devenir un champ de bataille émotionnel. Je me suis couchée tard,
mes doigts caressant un dossier contenant les copies destinées à Viviane. Les papiers étaient nets, sans excès d'encre. Tout était posé comme on prépare une plaidoirie pour soi-même. Je choisis mes mots pour expliquer mes raisons, pas pour justifier une vengeance, mais pour réclamer la reconnaissance du tort. Je savais que même si le dîner éclatait en cris, la suite devait être gérée selon la loi. J'avais déjà une stratégie de dépôt de plainte si les faits s'avéraient recevables devant un conseil professionnel. Ce n'était pas une vengeance honteuse, c'était une démarche méthodique. Le matin du 24, j'ai allumé les bougies tôt. L'air froid entrait par la fenêtre entr'ouverte et apportait l'odeur du gel matinal. La table était prête, serviettes pliées, assiettes alignées, chandelier. J'ai choisi des verres en cristal qui captaient la lumière. Chaque détail avait été pensé pour ne pas alerter, pour que l'illusion de normalité persiste jusqu'à l'éclat final. À midi, Marcus est passé dans la cuisine, m'a embrassé sur la tempe, inconscient de la tempête que je préparais. Il m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu oui, avec un sourire posé. À 16h, j'ai reçu un message d'Alex. « Je veux être sûre de comprendre. Si je viens, que dois-je attendre ?» J'ai hésité. J'ai choisi la vérité froide. « Viens écouter. Sois prêt à n'entendre des choses. » C'était tout. Il a répondu « Compris. » Et mon cœur s'est mis à battre plus vite. Non pas tant à cause de la peur, mais à cause de l'anticipation. Un mélange de terreur et d'espoir. Lorsque le soleil a commencé à décliner, la maison s'est remplie de petites lumières. Les guirlandes semblaient plus brillantes que jamais, comme pour se moquer de l'obscurité qui allait frapper à la porte. J'ai pris une dernière aspiration d'air, vérifié les documents alignés dans une chemise, et me suis vêtue d'une robe sobre. Lorraine est passée dans le couloir et m'a serré la main. « Rappelle-toi pourquoi tu fais ça », a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée, et j'ai senti dans sa voix l'amour fraternel et la permission tacite d'agir. Quand j'ai entendu la sonnette, mon estomac s'est noué d'un nœud que je connaissais bien. Il m'indiquait que l'instant de vérité approchait. J'ai posé mes doigts sur la chemise où les documents reposaient, et j'ai respiré. La maison Whitfield, ce soir-là, allait accueillir plus qu'un repas. Elle allait être le théâtre d'une décision qui ne se prend pas à la légère. Je ne savais pas comment ils réagiraient. Marcus, Victoria, Alex, les amis. Je savais seulement que, pour la première fois depuis des mois, je me sentais en contrôle de la narration de ma vie. La porte s'est ouverte sur un monde qui brillait de guirlandes. Des pas, un parfum, un sourire calculé. J'ai souri aussi, non pas par faiblesse, mais parce que la tempête, pour une fois, était prévue. Un dernier regard vers la table. Le théâtre était dressé. Je serrai la chemise contenant les documents contre ma poitrine, et l'air rempli des chants lointains de Noël m'a semblé soudain étranger. La porte s'est refermée derrière eux comme le battant d'un rideau. Le bruit du pas de Victoria qui avançait sur le tapis, le crissement discret de sa robe, m'ont donné l'illusion d'entendre une musique étrangère qui n'appartenait plus à ma vie. Marcus parlait bas, sans regarder les invités, comme si chaque syllabe était un fil qu'il s'efforçait de garder tendu. Il y eut des salutations superficielles, des embrassades rapides, des regards échangés, et puis ce silence qu'on ressent quand tout le monde sait qu'il y a un sujet que l'on évite. Les bougies clignotaient, la lumière dansait sur le cristal. J'ai senti la pièce se tendre comme un arc prêt à lâcher. Alex est arrivé après le dessert. Il a poussé la porte avec la timidité d'un homme qui ne sait pas s'il est invité ou appelé. Son manteau encore humide, ses cheveux en bataille, il me regarda comme s'il cherchait un point d'ancrage. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai vu qu'il comprenait. Pas tout, mais assez pour que sa mâchoire se serre. Il n'y avait pas dans son regard ni triomphe ni vengeance, juste une attente lourde, comme si l'on lui avait demandé de se tenir prêt à apprendre quelque chose qui pourrait le déchirer. Nous avons poursuivi le repas, comme on continue un film en attendant la scène où tout bascule. Les conversations ont pris des routes détournées, des banalités remplies de nervosité. James a plaisanté pour dissiper la pression. Lorraine a placé ses mains sous la table, serrant la mienne. Marcus plaisantait, trop léger, trop familier, et sa main a efforé la mienne au moment où je déposais une fourchette. Cet effleurement m'a brûlé d'une douleur nette, douleur que j'ai convertie en calme. Je pensais qu'on ne parlerait pas de politique ce soir, a lancé Victoria d'un ton mielleux, comme pour meubler le vide. Elle souriait, et ce sourire, pour la première fois ce soir-là, m'a paru fin, une surface brillante sur l'eau profonde. Elle a évoqué le travail, a complimenté la maison, a lancé un regard appuyé vers Marcus qui s'est crispé. Il y avait dans leur échange une chorégraphie d'habitude que j'avais regardée depuis trop longtemps sans y prendre part. J'ai attendu le moment choisi. Il n'a pas été minuté à la seconde près, mais tout mon corps savait quand il voulait se lever. J'ai posé mon verre, j'ai pris la feuille où reposaient pliées les copies destinées à Viviane. Je me suis levée, et la pièce a senti pendant une fraction de seconde que l'air retenait son souffle. « Il y a quelque chose que j'aimerais partager », ai-je dit, voix basse mais claire. « C'est important pour nous. » Le silence s'est fait plus dense, les fourchettes se sont tues, les bougies ont continué à brûler, indifférentes. Marcus m'a regardé d'abord avec un étonnement irrité,
puis avec ce mélange familier d'embarras et de colère qu'il n'arrivait pas à cacher. Victoria a incliné la tête, surprise, et Alex s'est redressé, comme si j'avais tiré une sonnette qu'il sentait sonner dans ses entrailles. « Je ne veux pas faire de scène, ai-je poursuivi. Je veux simplement exposer des faits, et si vous le permettez, je donnerai des copies à chacun pour que cela soit clair et incontestable. » J'ai senti l'effort que je faisais pour que mes mots restent factuels, presque froids. Ce sont des éléments qui concernent notre vie commune et qui modifient radicalement la nature de notre relation. Marcus a voulu m'interrompre, un mouvement impulsif, une petite main levée pour balayer. Sa bouche s'est ouverte, mais je l'ai regardé et il s'est tu. C'était la première victoire de la soirée. Mon calme l'a réduit au silence. « Je vais expliquer, ai-je fait. Si vous pensez que c'est une mise en scène ou une manipulation, vous aurez le temps de demander des explications. Je préfère commencer par les faits, pour éviter l'émotion à outrance. » J'ai appelé Sam à ce moment précis. Il ne se tenait pas dans la salle, il se trouvait à distance, prêt à intervenir si besoin. Mais ce soir, il n'était pas nécessaire qu'il se confronte. J'ai commencé à dérouler la chronologie que j'avais pratiquée des centaines de fois dans ma tête. 15 octobre, le message apparut. Les captures, les dates, les factures. J'ai montré la première page. J'ai expliqué, sans entrer dans les détails scabreux ou dans des attaques personnelles, où chaque élément venait et ce qu'il prouvait. Les visages autour de la table ont commencé à changer de couleur. Lauren a blêmi. James a froncé les sourcils. Marcus a blêmi comme si l'air était devenu plus froid. Victoria a pâli d'une façon qui m'a surprise, parce qu'elle était souvent celle qui avait le dessus en toutes circonstances. Alex m'a regardé comme si la lumière qui venait des bougies éclairait pour lui une vérité qu'on avait tenue cachée. « Ce n'est pas une histoire », ai-je dit, et pour la première fois, j'ai montré une photo, juste une image, floutée pour préserver la décence, mais avec un horodatage lisible. Un instant figé, deux silhouettes, une main prise dans une autre, le dos de Marcus identifiable. Les murmures ont commencé, doux comme un souffle. Victoria a tenté un sourire. « Je crois qu'il y a une erreur », a-t-elle dit d'une voix qui cherchait la froideur du conseil professionnel. « Peut-être que ce sont des images sorties de leur contexte ?»« Contexte », ai-je répété. Le contexte, c'est une série de rendez-vous, de messages, une facture pour une bague, une réservation d'hôtel. La combinaison révèle une continuité. J'ai sorti la facture, son nom y figurait, la date mi-septembre. Je l'ai déposée sur la table. L'impression sur le papier paraissait prosaïque, presque banale, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'elle signifiait. Investissement clandestin dans une relation parallèle. Alex a pâli. Il avait raison d'être pâle. La pièce reçue l'atteignait comme un projectile. Victoria a commencé à parler plus vite, à tenter de recadrer les faits, mais j'ai maintenu mon ton. J'ai remis une autre copie sur la nappe, des messages échangés. J'avais flouté les passages qui auraient exposé des détails privés trop intimes. Je voulais que l'assise soit rigoureuse, pas sensationnaliste. Voici ce qui a été échangé, ai-je dit. Voici les dates. Je n'invente rien. J'ai tendu un jeu de copie vers Alex. Je vous laisse lire. Il a pris les feuilles. Ses doigts tremblaient. Il les a lus avec la concentration d'un homme qui boit une vérité amère. Des larmes silencieuses ont poli ses yeux. Il a levé la tête quand il a fini, regardant Victoria avec cet air d'un homme qui a compris qu'il a été parti d'un récit qui n'était pas celui qu'on lui avait raconté. Victoria a dit alors quelque chose que je n'oublierai pas. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Elle a cherché la clémence dans la voix d'Alex, mais il s'est levé comme si la chaise le brûlait. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» a demandé Alex, voix étrangement ferme. « Pourquoi m'avoir menti ?» C'était simple, la question sonnait juste. Les autres invités se sont éloignés sur leur chaise, regardant la scène comme on regarde une collision se produire. Marcus m'a fixé, puis s'est levé, hésitant, son visage traversé d'une colère coupable. « Tu l'as tiré en spectacle », a-t-il lancé, l'angoisse se cachant sous les mots. « Je n'ai pas fait cela pour humilier », ai-je répondu, et cela me coûtait d'entendre ma propre voix si calme parmi ce tumulte. Je l'ai fait pour que la vérité cesse d'être une rumeur qui me ronge. Il y a des limites à ce que je peux accepter. J'ai ouvert la chemise devant moi, et j'ai posé les papiers, la demande de divorce que Viviane avait préparée, les éléments à déposer auprès d'un conseil professionnel, et une copie du dossier pourtant abouti. Marcus a blêmi davantage. Voir le mot divorce imprimé en haut d'une page, net et formel, relève d'une violence administrative. Ce n'était pas une mise en scène, c'était une rupture d'état civil. Il y eut un moment de flottement, comme si l'univers aspirait et retenait son souffle. Marcus s'est élevé, a pris sa veste presque en titubant, et est sorti. Sa fuite n'était pas théâtrale, c'était une fuite simple, humaine, lâche peut-être, mais réelle. Il a bousculé une plante en partant. Le cliquetis de l'écharpe brisée sur le sol a semblé marquer la fin d'un chapitre. La porte s'est refermée. Alex est resté debout, tremblant. Victoria était immobile, les lèvres blanches. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais ne relevait plus d'une mise en scène, mais d'une énergie qui déployait ses conséquences. Il y a eu des pleurs, non pas des cris, sauf un faible sanglot d'Emma qui ne comprenait pas tout, et puis un silence presque cérémonial.
J'ai remis une copie des documents à Vivian, présente comme garant professionnel, et à Lorraine, qui a pris ma main sans me regarder. Elle n'avait pas besoin de mots. Je ne me souviens plus précisément de la suite des 20 minutes qui ont suivi. Tout s'est mélangé. Conversations confuses, portables qui sonnaient en vain, des tentatives d'apaisement, et puis la décision de Martus de partir définitivement. Il a pris quelques affaires, a regardé les enfants voisins, il s'est arrêté devant Emma et Luc, comme si leur innocence lui faisait honte, et il est parti sans me dire au revoir. La porte a claqué une seconde fois, mais cette fois comme la fermeture d'un chapitre. J'ai senti mes jambes faiblir. Lorraine m'a soutenue. James a récupéré les couverts et a essuyé d'une main tremblante la table. Le feedback immédiat a été brutal. J'ai reçu des messages anonymes, des appels, certains compatissants, d'autres hostiles. Les réseaux sociaux, si jamais cela avait été rendu public, auraient pu être une marée dévastatrice. J'ai choisi de garder la question dans un cercle restreint pour épargner Emma et Luc de la curiosité du monde. Vivian m'a conseillé de préserver le dossier et de ne rien rendre public tant que les procédures n'étaient pas engagées. La prudence protège, m'a-t-elle dit d'un ton sec. Vos preuves sont fortes, mais la procédure est longue. Dans les jours qui ont suivi, la tempête est devenue une série d'actions méthodiques. Vivian a déposé la requête des divorces dans les règles, en y joignant copie des preuves. Nous avons déposé aussi une plainte auprès du conseil professionnel de Victoria. Je savais que rien, juridiquement, ne garantissait une sanction automatique. L'enquête disciplinaire est un mécanisme lent, où des auditions, des expertises et des droits à la défense se succèdent. Mais je voulais que les instances sachent que ce comportement, s'il était confirmé, relevait d'une violation de l'éthique professionnelle. Vivian a pris contact avec un bureau spécialisé. Les premières démarches ont été enclenchées. Marcus a réagi dans la gêne et la colère, embrouillant les faits, niant parfois, minimisant d'autres jours. Au téléphone, il me criait qu'il ne reconnaissait pas sa vie, puis culpabilisait. Je lui ai donné les documents, comme on remet à un patient son diagnostic. Il pouvait choisir de s'engager dans la réparation, s'il en était capable, ou de partir définitivement. Il a choisi la fuite. Je sais que certains me reprocheront d'avoir paru froide alors, mais après des mois de trahison, la froideur était nécessaire pour que la douleur ne dicte pas des décisions irréfléchies. La presse locale s'est intéressée, mais je n'ai pas voulu livrer une interview. Je refusais la posture de victime exposée pour le spectacle. Cela ne m'empêchait pas, évidemment, que la rumeur s'installe. Mais les réactions les plus importantes vinrent de femmes qui m'ont écrit, des histoires parfois plus anciennes, parfois plus récentes, mais qui parlaient toutes d'un moment où un mensonge avait creusé un fossé. Certaines m'ont remercié d'avoir montré qu'on pouvait documenter et engager un processus formel. D'autres m'ont supplié de raconter comment j'avais survécu. Ces messages m'ont donné une sorte de carburant émotionnel inattendu. Je n'étais plus une seule personne face à son épreuve, j'étais un exemple, imparfait, d'une manière possible de répondre à la trahison. La procédure disciplinaire a été engagée. Le conseil a ouvert un dossier et convoqué Victoria pour un entretien. Je n'ai pas assisté à la séance. Les règles de confidentialité l'interdisaient. J'ai seulement su, par l'intermédiaire de Viviane, que le dossier avait été jugé recevable et que des mesures conservatoires pouvaient être prises. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que Victoria avait fait l'objet d'une suspension provisoire, en attendant l'audition complète. Je n'ai pas voulu jubiler. La suspension, même si elle me confortait moralement, n'effaçait ni la douleur ni l'humiliation vécue. Elle était juste une conséquence administrative. Le divorce s'est déroulé ensuite selon la lente mécanique légale. Il y a eu des réunions, des tentatives de conciliation bizarres, où Marcus semblait vouloir une séparation à l'amiable, puis un revirement où il cherchait à récupérer un semblant d'autorité. Viviane a mené la procédure avec la fermeté d'un capitaine, refusant les manœuvres dilatoires. Quand la décision est tombée, après audience et accord sur la séparation des biens, je me suis sentie épuisée mais soulagée. Le mot divorce est devenu un acte administratif, moins chargé d'émotions qu'au début. Pourtant, la douleur de l'abandon a continué d'exister, comme une cicatrice chaude. Dans l'immédiat après la rupture, mes nuits furent peuplées de cauchemars et de réveils à la recherche d'une présence qui n'était plus là. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Elena Rodriguez. Sa porte était grande ouverte, son bureau accueillant, une lumière douce, des coussins. Elle m'a permis de nommer les choses sans jugement, de sentir la colère sans m'y noyer et de retrouver des fragments de moi que j'avais abandonnés dans la course à la vérité. La reconstruction est un acte de patience, me disait-elle. Vous êtes encore au début. Je n'ai pas abandonné pour autant mes projets. J'ai lancé l'agence de design que j'avais longtemps rêvé, mais que le quotidien conjugal avait repoussé. Travailler m'a sauvé d'une solitude envahissante. La création, le choix des closers, la construction d'identités visuelles pour de petites entreprises, tout cela m'a redonné une fierté intérieure. J'ai trouvé dans le geste professionnel une manière de reconnecter à une version de moi qui n'était pas entièrement définie par le rôle d'épouse blessée. Le livre est venu de façon presque organique. J'ai commencé à écrire un texte pour moi, pour mettre de l'ordre dans mes pensées, pour raconter sans dramatisation, mais avec honnêteté. Ce manuscrit, que je pensais garder au fond d'un tiroir, a été lu par une amie éditrice qui m'a poussée à le retravailler.
Ce qui était d'abord catharsis s'est transformé en récit structuré sur la trahison, la collecte de preuves, la procédure et surtout la reconstruction. Le livre a trouvé un lectorat, d'abord petit, puis plus large. Les retours que j'ai reçus étaient étonnamment généreux, parfois parce que mes mots avaient permis à d'autres femmes de se sentir moins isolées, parfois parce qu'ils ouvraient une conversation difficile sur l'éthique relationnelle et professionnelle. La reconstruction n'a pas été linéaire. Il y a eu des rechutes, des jours où je m'effondrais à la vue d'un objet, où un parfum rappelait un souvenir, où la colère revenait. Mais il y eut aussi des petites victoires, comme affirmer une limite sans ressentir la culpabilité, accepter un dîner seul sans le voir comme une défaite, retrouver des sourires sincères. Lorraine et James furent des piliers constants. Emma et Luke, merveilleux de simplicité, m'ont rappelé que la vie se tisse aussi de moments légers. Sur le plan professionnel, pour Victoria, l'enquête a abouti à une sanction. Le conseil a conclu à des manquements à l'éthique et a prononcé une suspension pour une durée qui lui a coûté cher. Là encore, je n'ai pas aimé voir la personne brisée dans sa reconnaissance sociale. J'ai voulu simplement que la responsabilité soit reconnue. Marcus a perdu des clients et une position de confiance dans un cercle professionnel parce que sa conduite a été jugée incompatible avec certains engagements contractuels qu'il avait. Les conséquences n'effaçaient rien de la douleur, mais elles posaient des limites. Certains comportements impliquent des suites réelles. Pendant ce temps, j'ai commencé à organiser des rencontres anonymes entre femmes qui vivaient des situations semblables. Elles venaient non pas pour comploter, mais pour se soutenir, se conseiller et se reconstruire. Nous avons créé un petit réseau de solidarité. Partage de ressources juridiques, recommandations d'avocats, soutien psychologique collectif. La solidarité féminine, loin d'être une vengeance, s'est révélée une force douce et pragmatique. Des femmes qui se tiennent la main, qui se servent de la loi et du soin pour sortir d'un cycle de honte. 6 mois après la nuit du dîner, la décision finale du divorce est devenue officielle. J'ai signé des papiers qui scellaient une séparation, j'ai aussi signé des actes pour protéger mes intérêts et ceux qui m'entourent. La vie, étrangement, s'est mise à prendre une couleur différente. Les matins n'étaient plus habités par l'attente d'un retour incertain, mais par la possibilité d'un projet que je pouvais imaginer et réaliser. Le livre a été publié 9 mois après le dîner. Les ventes n'ont pas fait de moi une célébrité, mais elles ont initié une conversation. Des femmes m'ont écrit pour me dire qu'elles avaient osé demander des preuves à leurs partenaires, d'autres m'ont remercié d'avoir montré que la justice peut être un chemin, même quand elle est lente et imparfaite. On m'a également écrit de la part d'hommes qui, confrontés à leurs propres responsabilités, voulaient comprendre comment réparer. Ces messages m'ont rappelé que la réparation, quand elle est sincère, n'est pas un monopole de genre. Je me suis rendu compte, au fil de ces mois, que la tempête n'avait pas seulement détruit, elle avait aussi ouvert des fenêtres. J'ai appris à faire confiance à ma capacité de décision, à reconnaître mes limites et à demander de l'aide. J'ai réappris à rire sans arrière-pensée. J'ai commencé à voyager seule, d'abord pour quelques jours, puis plus loin. J'ai découvert des endroits où personne ne connaissait mon histoire et où je pouvais me redéfinir autrement. Il y eut des moments d'ambivalence morale. Parfois, je me demandais si j'avais eu raison d'agir ainsi, de provoquer une scène familiale pour dévoiler des faits. J'ai discuté avec le docteur Elena autour de cette question et nous en avons convenu. Il n'y a pas de réponse simple. Mes actes ont eu des conséquences réelles, parfois douloureuses. Mais j'ai aussi appris que l'inaction a un prix, celui de l'érosion silencieuse. J'ai pris une décision qui, à mon sens, respectait ma dignité et celle de ceux autour de moi qui méritaient la vérité. L'équilibre entre justice et vengeance reste un territoire délicat. Je ne recommande pas à quiconque de reproduire ma méthode sans considération légale et morale. Chaque situation est unique. Chercher un avis professionnel et protéger les personnes vulnérables est essentiel. Les lettres que je recevais encore, parfois, parlaient d'enfants, de personnes âgées, de carrières en péril. Elles m'ont rappelé une chose simple, la vérité n'est pas une arme à manier à la légère, mais elle peut être une clé pour sortir d'un mensonge qui immobilise. J'ai essayé d'encourager la prudence, le recours à des professionnels, l'accompagnement psychologique. J'ai partagé des contacts utiles, des noms de thérapeutes et d'avocats, et j'ai parlé des limites légales à ne pas franchir. Aujourd'hui, ma maison a retrouvé une vie plus légère. Le sapin a été rénové, non pas comme un signe de triomphe, mais comme un foyer renouvelé. J'ai accroché des étoiles que les enfants avaient faites, petites cicatrices de cette époque, et elles ont trouvé leur place parmi d'autres décorations. J'ai refait la peinture du salon, choisi des couleurs qui me plaisaient, sans me demander si Marcus les approuverait. J'ai donné des meubles qui avaient des souvenirs trop lourds, et gardé ceux qui me rappelaient une force retrouvée. Dans le travail, mon agence grandit doucement. Je collabore maintenant avec des petites entreprises locales et des associations, et j'ai trouvé une joie simple à construire des projets qui ont du sens. Le livre a permis quelques interventions publiques, mais j'ai toujours veillé à clore ces discussions sur des ressources pratiques, plutôt que sur la fascination du scandale.
Mon intention a été de transformer une blessure en un service, donner à d'autres les moyens de se défendre, de comprendre leurs droits, de choisir leur voie. Certaines amitiés se sont renforcées, d'autres se sont éloignées. C'est une conséquence naturelle. La vérité sépare parfois ceux qui choisissent le confort du mensonge et ceux qui prennent le risque d'affronter la réalité. Lorraine est restée, solide comme un roc, et James a été un soutien discret. Alex, quant à lui, suit sa propre route, avec ses douleurs et ses décisions. Je n'éprouve ni animosité vindicative, ni désir de récupérer ce qui était perdu. Simplement la reconnaissance de la fragilité humaine et la volonté d'aller de l'avant. Je ne peux pas dire que la guérison est totale. La cicatrice émotionnelle est toujours là, une marque qui me rappelle que l'amour peut être merveilleux et destructeur à la fois. Mais je peux dire que ma vie est désormais habitée par des projets qui m'appartiennent. Je me lève le matin et je choisis de créer, d'aimer de façon consciente, de m'entourer de personnes qui respectent les limites. Être vulnérable n'est pas une faiblesse, c'est un risque calculé que je choisis désormais avec plus de prudence et de confiance. À celles qui me lisent, et qui peut-être traversent une tempête similaire, ne restez pas seuls. Cherchez un conseil juridique, un soutien psychologique, des amis de confiance. La vérité a un prix, mais l'absence d'action en a souvent un plus lourd encore. Protégez-vous, informez-vous, et si vous décidez d'agir, faites-le avec méthode et conscience. La justice n'est pas toujours immédiate ni parfaite, mais elle existe comme moyen de poser des limites. La soirée du dîner restera gravée dans ma mémoire, non pas comme un triomphe de vengeance, mais comme le moment où j'ai repris la parole et le contrôle de mon histoire. La tempête a tout emporté, puis lentement a laissé place à des semences nouvelles. Une agence, un livre, des amitiés sincères. La vie s'est reconstituée à la manière d'un puzzle qu'on assemble patiemment. Si cette histoire vous a touché, si vous avez traversé quelque chose de similaire, ou si vous voulez partager une réflexion, écrivez en commentaire. Vos mots comptent et peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous souhaitez suivre d'autres récits de reconstruction et de résilience, abonnez-vous. Je continue à raconter et à écouter. Merci d'avoir été présent. Et souvenez-vous, la vérité est parfois douloureuse, mais elle peut aussi libérer.